4 quarts politiques de la semaine, l'émission hebdomadaire qui vous aide à décrypter, à analyser, à approfondir l'actualité de la semaine. Nos intervenants cette semaine, Michel Gurfinkel, Valeurs Actuelles, Noémie Aliwa, i24 News Paris, Aline Lebaille-Crémer, La Règle du Jeu. Aline qui revient d'Ukraine. On va parler de l'Ukraine et on va parler d'Odessa. On va parler du voyage de Yair Lapid cette semaine à Paris. Et on va parler du discours de politique générale, premier grand discours à l'Assemblée nationale de la nouvelle Premier ministre. Et on va parler du dépôt de la motion de censure qui s'en est suivie. Michel Gurfinkel, on va commencer avec vous. Bonjour. Vous nous entendez ? Bonjour. Voilà. Très bien. Vous êtes journaliste, vous avez été directeur de Valeurs Actuelles et vous continuez à y collaborer, comme vous continuez à collaborer à différents journaux américains. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la ville d'Odessa, puisqu'on republie le roman d'Odessa qui était paru il y a quelques temps de cela et que vous rééditez. Oui, ce livre est réédité parce que, en réalité, je me suis rendu compte qu'il n'avait pratiquement pas pris une seule ride et qu'il gardait toute sa pertinence aujourd'hui. C'est le roman d'Odessa, comme on pourrait dire la saga d'Odessa. Odessa est une ville un peu mythique pour les Juifs de l'ancien Empire russe, pour les Juifs d'Europe de l'Est. Je me rappelle que dans mon enfance, j'entendais beaucoup d'histoires racontées sur une sorte de ville mystérieuse appelée en yiddish Hadès, une sorte de pays de campagne. Et je me précipitais bien entendu sur le Petit Larousse pour voir qu'est-ce que c'était que Hadès, et je ne trouvais nulle part Hadès. Donc j'étais tout à fait convaincu que Hadès était une ville imaginaire qui n'avait jamais existé, etc. Ce que je n'avais pas compris, c'était que en russe, le mot Odessa se prononce plus ou moins Odessa, et évidemment en yiddish, c'était devenu Hadès. Alors c'est une ville assez extraordinaire parce que Odessa a été créée à la toute fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à peu près au moment où Catherine II s'est emparée de cette partie du littoral de la mer Noire. Et c'est une ville qui était à part dans l'Empire russe. C'était une ville où un régime particulier, beaucoup plus libéral que dans le reste de l'Empire russe, a été appliqué. C'est la chance, en quelque sorte, des ports francs. On pense un petit peu une sorte de Hong Kong créé par la Russie sur la mer Noire, de la même manière que Hong Kong, encore aujourd'hui, est un régime spécial au sein de l'immensité chinoise. Alors, c'est un lieu magique pour vous, puisque votre livre est paru dans une collection qui s'appelle « Les romans des lieux magiques ». On découvre avec vous que c'est la ville de Léon Trotsky, c'est la ville de Jabotinsky, et vous imaginez d'ailleurs une rencontre des deux hommes. Ils avaient des choses à se dire, ces deux-là ? Probablement. Alors cette rencontre est une rencontre imaginaire. Il n'y a aucune espèce de trace d'une rencontre éventuelle entre ces deux personnes, ni dans leur âge adulte, ni, comme je l'imagine, lorsqu'ils étaient encore étudiants. Mais c'est trop tentant d'imaginer une rencontre de ce genre. Jabotinsky, qui est d'abord une sorte de grand libéral russe, avant de devenir sioniste et avant d'inventer le sionisme nationalisme, ce qu'on appelait à l'époque l'expression est-ce qu'elle est le sionisme révisionniste. Trotsky, nous connaissons son parcours. Disons fondateur de l'Armée rouge. Voilà, les propos que je prête à l'un et à l'autre dans cette rencontre imaginaire, alors que l'un et l'autre sont encore étudiants,
les propos sont tous pris sur des textes réels de Trotsky ou de Jabotinsky. Donc disons, le dialogue est imaginaire, mais les éléments du dialogue sont pas. Alors, c'est la ville aussi de Babel, c'est la ville de Gogol et de tant d'autres écrivains. C'est aussi une très belle ville à l'européenne avec le plein de terrasses de café. Est-ce que c'est en raison de ces richesses artistiques, littéraires, historiques que la ville a été plus épargnée que d'autres villes ukrainiennes ou par la guerre actuelle, ou simplement elle a mieux résisté, même s'il faut dire que les Ukrainiens craignent qu'Odessa soit le prochain objectif de la Russie. Je ne sais pas quels sont les plans stratégiques russes, évidemment. Ce que l'on sait, c'est que les Russes semblent avoir tenté un débarquement à Odessa ou autour d'Odessa. Quand il y a eu une poste extrêmement énergique de la part des Ukrainiens, il a entraîné notamment le naufrage d'un des meilleurs bateaux de la flotte russe de la mer Noire. Disons que pour l'instant, il n'y a pas eu de cette opération de ce genre. Il y a eu quand même quelques bombardements qui ont été opérés sur Odessa. On peut imaginer que les Russes ont des scrupules à faire à Odessa ce qu'ils font dans d'autres villes ukrainiennes, parce que effectivement, c'est une ville très importante pour le patrimoine, non pas ukrainien, mais vraiment le patrimoine russe. Alors, je vais me tourner vers Aline Lebaille-Crémer. Le temps peut-être pour notre ami Serge de... comment dire, on a un peu de friture dans la ligne avec vous. J'espère qu'on pourra rétablir cela. Aline Lebaille-Crémer, vous revenez d'Ukraine où vous avez passé quelques jours avec une ONG où vous êtes très active. Vous avez visité Odessa ? Oui, plusieurs fois. Et dans le suivi de ce qu'il se passe, Odessa est une cible, très clairement, parce que c'est une magnifique ville, et c'est vraiment la ville cosmopolite et juive où il y a vraiment, finalement, du monde yiddish disparu. S'il y a encore une persistance qui existe sur cette planète, c'est à Odessa. Donc c'est une cible particulière, c'est un symbole particulier. En revanche, si elle est toujours debout, c'est parce que les Russes n'arrivent pas à prendre Mykolaïev. En gros, c'est aussi le verrou militaire. Odessa est une cible. Elle a été encore la cible de missiles il y a quelques jours. Il y a eu des morts, des enfants. Dans donc, une école, je crois. Absolument. Dans une école et dans une église. Oui, absolument. Et si cette ville n'est pas encore occupée comme c'est ce que les Russes semblent avoir décidé dans le sud de l'Ukraine, c'est-à-dire de prendre à peu près tout le sud de l'Ukraine, c'est parce que une ville comme Mykolaïev, qui est le dernier verrou, est bombardée à peu près tous les jours. Donc c'est la résistance à Mykolaïev qui protège d'une certaine façon Odessa, qui est une ville magnifique, qui est une ville émouvante, qui est une ville symbolique. C'est aussi la ville où est née l'idée d'Israël. En fait, c'est à Odessa que cette idée-là a été amenée sur le tapis, entre guillemets, mais c'est aussi un port stratégique. C'est là où se joue tout de même le blocus du blé, des céréales. Enfin, c'est un enjeu techniquement, militairement et politiquement. Ça ne tient pas qu'à son architecture, ça tient aussi à sa situation géographique. Il y a l'histoire et les symboles, et peut-être, il y a eu quelques scrupules à aller bombarder, par exemple, ce chef-d'œuvre architectural qui est l'Opéra d'Odessa, que j'adore. C'est l'endroit les plus beaux, un des endroits les plus beaux et émouvants de la planète. Donc ça joue peut-être, mais après c'est un port, c'est une géographie, c'est un symbole, et c'est clairement une cible pour les Russes à moyen terme, long terme. Enfin, compliqué de savoir ce qui va se passer, mais en tout cas c'est une ville qui est en revanche protégée à l'heure actuelle parce que il y a une résistance acharnée des villes autour qui prennent pour elle, entre guillemets. Vous connaissiez l'Ukraine d'avant. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le climat de la ville ? J'imagine que
il y a beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'angoisse. Enfin, c'est un pays en guerre. Toutes les villes sont susceptibles d'être visées le lendemain matin, la semaine prochaine. Demain n'existe pas. En fait, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans les 12 heures, qu'est-ce qui va se passer l'heure prochaine. C'est à la fois des scènes de vie qui reprennent et une certaine normalité auquel les Ukrainiens tiennent quand c'est possible. À Odessa, c'est possible. Donc il y a des scènes de rue, de café à Kiev aussi. D'ailleurs, très 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 impressionnantes parce que ça fait partie aussi d'une forme de résistance. En fait, il y a la résistance armée, il y a la résistance vraiment dans les têtes. Après, c'est quand même particulier de recevoir une salve de missiles un jour sur 5. Enfin, voilà. Donc, évidemment, c'est un climat qui est à la fois magnifique, tragique, puis dangereux. Enfin, c'est dangereux pour les gens. Enfin, les gens sont en danger quand même. Je ne sais pas ce qui se passe en Pologne, en Lituanie, en Lettonie, pardon, dans les États baltes, mais je reviens de Lituanie. Il y a quand même une angoisse qu'on perçoit dans l'air. Il y a aussi des drapeaux de l'Ukraine un peu partout, mais les avis sont très partagés. Les gens avec qui j'en ai parlé, certains estiment que l'agression russe restera contenue. Michel Gurfinkel, vous qui êtes spécialiste de relations internationales, est-ce que ça va rester contenu? Personne ne peut le savoir puisque personne ne s'attendait à ce que les Russes lancent une guerre totale contre l'Ukraine comme ils le font depuis le mois de février. À la veille de l'attaque russe contre l'Ukraine, je dirais que 95% des experts stratégiques estimaient qu'il n'y aurait pas une attaque de ce genre, parce que tout simplement les Russes auraient pu obtenir beaucoup par une simple gesticulation, en faisant peur. Ils auraient pu obtenir assez facilement, par exemple, l'annexion de ce qu'ils contrôlaient déjà de facto dans le Donbass. Donc je pense qu'il y a un jeu vraiment très important joué par Poutine, par la Russie. La Russie a décidé de jouer gros. Beaucoup de choses vont dépendre de l'attitude des Ukrainiens, mais surtout des Occidentaux, surtout des Américains, dans une moindre mesure des Européens. Alors je pose la question à tous les trois, en espérant c'est mieux, hein, la liaison, mais ça reste encore, je veux dire, perfectible. Donc, si on pouvait arranger ça, mon cher Serge. Le dernier coup de gueule de Poutine était quand même assez gratiné. Les Occidentaux qu'ils essayent, les choses sérieuses n'ont pas encore commencé. Qu'est-ce que vous pensez de ces coups de gueule de Poutine, Noémie? On se doute, et on l'a vu aussi assez récemment, c'est qu'il est dans une sorte de délire paranoïaque où il est convaincu de toute façon que c'est lui ou l'Occident. Et alors pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, et c'est vrai, ce moment de surprise qui a eu lieu le 24 février dernier, lorsqu'il y a eu cette invasion soudaine en Ukraine, moi je me rappelle bien parce qu'on suivait un petit peu la diplomatie chez i24 News, et je me souviens bien des discussions entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine qui ont eu lieu juste avant cette date-là, et on se souvient à quel point Emmanuel Macron était vraiment mené en bateau par Vladimir Poutine, qui lui expliquait que s'il y avait des navires qui se plaçaient dans cet endroit-là stratégique, c'était pour répéter des exercices. Et le seul véritablement qui avait conscience, les seuls services de renseignement qui avaient conscience qu'il pouvait se passer quelque chose, c'était les Américains, mais on les prenait pas au sérieux parce qu'on considère que les Américains ont trop d'intérêt, c'est vrai, à ce qu'il y ait une dislocation entre l'Europe et la Russie, et donc on ne les prenait pas au sérieux. Et je me rappelle très très bien on se souvient aussi de cette très longue table de discussion entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et donc vous avez raison, on ne peut pas savoir quels sont ses projets, puisque de toute façon entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a de toute façon un décalage qui est assez énorme. Aline?
On peut pas savoir. En revanche, ce que l'on sait, parce qu'il y a des écrits, des textes de sa part à lui ou de ses proches conseillers depuis des années, parce que la guerre, en réalité, elle a commencé en 2014 sur la question d'un accord, d'accord d'association avec l'Union européenne. Elle a déjà fait 14 000 morts quand les chars traversent la frontière le 24 février. Ce qu'on sait très bien, parce que c'est écrit. Alors c'est vrai que c'est compliqué parfois de l'entendre, mais la haine absolue que cette équipe, que ce régime, parce que ce n'est pas que Poutine, c'est un régime, la haine absolue de l'Occident, de ce qu'on représente, de la décadence de ce que notre monde, en tout cas supposé dans leur tête, représente. Il y a une haine absolue. Donc après, personne n'a de boule de cristal et bien malin pourrait affirmer ce qui va se passer militairement. C'est évident. En revanche, ce qu'on sait clairement, c'est il y a quand même la violence de certains textes, des déclarations antisémites, par exemple, de Lavrov, mais dingue. Enfin, il y a une haine absolue de l'Occident, et la question de l'antisémitisme n'est pas complètement accessoire quand il parle des États-Unis, quand il parle d'Odessa. Enfin, il y a ça aussi en toile de fond, et il y a de fortes chances quand même qu'il ne s'arrête ni au Donbass, ni à l'Ukraine en réalité. Je pense que les Ukrainiens, quand ils nous disent ils iront plus loin, c'est pas qu'une stratégie de communication ou d'autocentrage sur son propre pays. Je pense fondamentalement, comme ce que disent les Polonais, les pays baltes, les Moldaves, il y a quand même de fortes chances qu'à long terme, quand ça on ne sait pas, mais que ça aille plus loin. Et c'est écrit. On a en présence d'un régime qui a produit des textes, que ce soit le grand leader Vladimir Poutine ou son orchestre. Il y a des traces manifestes qu'il y a une guerre à long terme qui est lancée à l'Occident et qui ne restera pas, qui ne concerne pas que l'Ukraine. Et quand ils nous disent on se bat pour vous, on se bat pour les autres, c'est loin d'être faux. Pour l'instant, c'est un vrai rempart et c'est eux qui prennent pour nous. Pour l'instant, c'est suffisamment documenté maintenant. Quand après, il faut prendre les textes en russe, il faut traduire, être sûr de la traduction, ce qu'on veut. Mais c'est suffisamment d'analyse. Ce qui est lancé, ce qui a été déclenché le 24 février, c'est quelque chose qui lâche une haine et des plans et des pensées et une organisation vraiment très impressionnante de réseaux, de cellules dormantes, de ce qu'on veut quand on a quelques sources militaires aussi et de renseignements. Enfin, il y a quelque chose qui va au-delà du Donbass, au-delà de Mykolaïev, au-delà de Severodonetsk. C'est autre chose qui se joue et je pense qu'il faut les arrêter. Noémie. Oui, alors c'est très intéressant et au-delà même peut-être de la haine et de ce qu'on dit d'eux, ce qui est aussi intéressant, c'est de comprendre leur logiciel. Et leur logiciel à eux, c'est pour ça que je parlais de délire paranoïaque, c'est-à-dire que ils sont persuadés que ce ne sont pas eux qui vont conquérir, mais ils sont en train de se protéger. C'est-à-dire que les textes russes et même les discours de Vladimir Poutine, notamment celui qu'il avait prononcé juste après l'invasion de l'Ukraine, il expliquait bien qu'en fait, il menait cette guerre pour protéger son territoire parce que, avec l'OTAN et l'Occident, avaient, eux, un projet de conquête, de grignoter leur territoire, de grignoter leurs frontières et de se rapprocher de plus en plus de Moscou pour annihiler finalement l'empire, la part de la ce qui reste de l'empire soviétique. C'est la façon dont il présente au monde et comment il justifie aussi. Oui, alors la question c'est est-ce qu'il y croit ou pas, mais en tout cas c'est intéressant de comprendre. Parce qu'il y a toujours la façon, il ne communique plus, il ne s'adresse plus à nous en fait. Il justifie et il alimente sa guerre en interne. Il a besoin de la justifier, il a besoin d'emmener son peuple sur ce terrain-là. Donc quand il dit quelque chose, ça nous est plus adressé en fait. C'est pas à nous. De toute façon, ça ne nous est jamais adressé. Il parle toujours de toute façon à son peuple. Voilà. Mais en tout cas, leur logiciel à eux, c'est de dire nous sommes en défense. Nous attaquons parce que nous sommes en défense. Vous parliez, Noémie, tout à l'heure. C'est intéressant vous parliez tout à l'heure de ce documentaire sur France 2 sur les discussions entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. On va parler tout à l'heure de la visite de Yair Lapid à Paris avec vous, puisque vous avez suivi cela. Mais est-ce que ce thème
a été évoqué. Vous souriez. Non, parce que vous savez, c'est toujours c'est drôle parce que c'est toujours ce qu'il y a, l'énorme écart entre le communiqué de l'Élysée qui précède la rencontre et ensuite ce qu'il se passe. Donc, dans le communiqué de l'Élysée qui précédait la rencontre Lapide-Macron, vous aviez en premier lieu, les deux chefs d'État vont parler de la situation en Ukraine, ils vont parler de la question palestinienne et en fait, il a été quasiment que question de l'Iran et surtout d'un gigantesque, on en reparlera, Iran, une Liban, campagne de communication Hezbollah. pour montrer qu'ils s'apprécient fortement, ce qui n'est pas problématique. En tout cas, cette question, peut-être qu'elle a été abordée, évidemment que toute leur discussion n'a pas été faite devant les caméras. Il y a eu juste une allocution commune qui a duré une vingtaine de minutes et ensuite ils se sont retirés dans le palais de l'Élysée pour discuter plusieurs heures. Alors sans doute qu'il en a été question, mais en tout cas, ils n'ont pas, eux, communiqué à ce sujet-là. Michel Gorfinkel, on vous retrouve. J'espère qu'on peut. Vous nous entendez? Moi, je vous entends très bien. Eh bien, je crois qu'on vous entend mieux, là. Alors, vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Noémie sur la rencontre Lapide. On en parlera plus longuement tout à l'heure, mais sur l'aspect Poutine, guerre en Ukraine. Manifestement, ce que dit Noémie, c'est que ça n'a pas été au centre des discussions entre Lapide et Macron. Ça n'a pas été au centre des discussions parce que je crois que les deux dirigeants ne souhaitaient pas trop parler de ce problème. En réalité, quand vous y réfléchissez bien, on peut dire que Macron et Lapide, Macron en tant que président français et Lapide en tant que nouveau Premier ministre israélien, en fait, sont dans la même position vis-à-vis de l'Ukraine. C'est-à-dire que la France, comme a pris parti pour l'Ukraine, mais souhaite garder un contact avec la Russie, ne s'est pas engagée dans une attitude, je dirais, jusqu'au boutiste contre la Russie. Vous savez que la France est, de tous les pays européens, de tous les pays de l'OTAN, celui qui garde un canal de communication avec Poutine. Et de même, Israël essaie de faire la même chose. À cette différence près que, évidemment, les Russes ont des moyens de pression très forts sur Israël, probablement plus forts que ceux dont ils disposent vis-à-vis de la France. Alors, on va marquer une pause et ensuite on parlera d'abord du discours de politique générale prononcé par Madame Elisabeth Borne. Là, dans la foulée, on parlera évidemment de la motion de censure et on reviendra plus longuement sur la visite de Yair Lapid à Paris. Tout de suite, une pause et le 4 quarts politique revient dans un instant. Le 4 quarts politique de la semaine revient avec Michel Gorfinkel, Valeurs Actuelles, Noémie Aliwa, i24 News, Aline Lebaille-Crémer. La règle du jeu, la semaine a été marquée par le discours de politique générale prononcé à l'Assemblée nationale par la nouvelle première ministre Elisabeth Borne. Vous avez suivi ce discours, Noémie? Oui, alors bon, c'était son baptême de feu, elle était très attendue. Évidemment qu'elle est là pour réaliser les promesses d'Emmanuel Macron, donc un projet qui reste libéral, assumé. Mais ce qui était particulièrement intéressant, je pense, et on en parlera plus longuement, c'est véritablement l'attitude de l'opposition. Qui est vent debout pour empêcher ce gouvernement finalement d'exercer le mandat qui lui a été confié. Et donc là se pose finalement la question de l'opposition, à quel point elle a envie d'être constructive ou pas. Et on a eu l'une des oppositions, notamment la France Insoumise, qui a chahuté ce discours et qui n'a pas du tout été à la hauteur de ses responsabilités. Et je pense que tout cela est extrêmement emblématique et symptomatique de ce qu'on va vivre dans les 5 ans qui viennent.
Voilà, donc il y a cette phrase, moi, qui me fait assez rire, cette phrase de Julien Audoul, le député Rassemblement National, qui dit « La France insoumise veut transformer l'Assemblée nationale en ZAD », et je pense que c'est un petit peu leur projet, c'est-à-dire, encore une fois, essayer pardon l'expression, mais de foutre le boxon à l'intérieur du Parlement. Ils y sont bien décidés et ils ont commencé pendant ce discours-là, et je pense que ça ne présage rien de bon pour les 5 ans qui viennent. Elle ne s'est pas laissée quand même déstabiliser. Il y a eu effectivement de multiples interruptions de tous les côtés, et d'un côté en particulier. Mais enfin, elle est restée assez ferme sur ses positions, non ? Oui, et d'ailleurs c'est son caractère. Lorsqu'elle avait été choisie, on se souvient quand Emmanuel Macron devait choisir l'élu, la bonne personne qui pourrait endosser cette responsabilité-là. Lorsqu'elle a été choisie, eh bien tout le monde s'est dit elle est technicienne, elle sait rester la tête froide, et il va falloir quelqu'un de ce profil-là qui puisse accéder à ce poste-là. Donc bien sûr qu'elle est restée droite dans ses bottes, et puis elle a commencé bien sûr par parler d'ailleurs de sa trajectoire personnelle qui est intéressante. Elle, pupille de la nation, elle qui a été complètement formée par cet idéal républicain, qui a un bel exemple pour toute la jeunesse française. Mais malgré tout, si vous voulez, avec toutes ces forces-là qui sont les siennes, elle va devoir faire face à une opposition extrêmement violente. Dans la foulée, donc, la NUPES a déposé immédiatement une motion de censure. Quel était l'objectif de cette mission, sachant très bien qu'il n'y avait aucune chance de renverser le gouvernement, qu'il n'y a aucune chance. Mais l'objectif, c'est véritablement c'est toujours symbolique, si vous voulez. Ils n'ont pas gagné les élections, mais ils vont essayer de déstabiliser ceux qui les ont gagnés. Et ils vont, par tous les moyens, et ça va être ça pendant 5 ans, ils vont essayer de bloquer tous les projets de loi. Encore une fois, sans être même personnellement macroniste, il se trouve que Emmanuel Macron a été élu président de la République et qu'il doit pouvoir exercer son mandat, lui et son exécutif. Sauf qu'on a une opposition, l'une des deux oppositions encore, parce que c'est très intéressant de voir à quel point le Rassemblement national, à l'inverse, est dans une approche plus constructive, quoi qu'on en pense. C'est un fait. À l'Assemblée nationale, ils l'ont dit d'ailleurs lorsqu'ils ont fait leur sorte de rentrée des classes à l'Assemblée, ils ont bien expliqué qu'eux-mêmes n'avaient pas l'intention de fourvoyer à tout prix le pouvoir en place, mais qu'ils allaient être une opposition, évidemment, on sait que sur plein de sujets, ils n'ont rien en commun. On sait qu'il va y avoir des projets de loi, notamment sur les retraites, sur lesquels il va y avoir des frictions difficiles entre les oppositions et la Macronie. Mais malgré tout, il y a une opposition qui décide d'être constructive et une autre qui veut à tout prix tout casser. Michel Gurfinkel, vous avez suivi tout cela, j'imagine. La NUPES va se retrouver seule, si on a bien compris, ni les Républicains, ni le Rassemblement national ne voteront pour cette motion de censure. Ce discours a été un succès absolu pour la Première ministre. D'abord parce qu'elle a révélé une personnalité publique très convaincante, qui garde son sang-froid, qui est capable de dire beaucoup de choses intéressantes, et surtout parce que nous avons vu, à l'occasion de ce discours, un début de convergence entre la majorité relative macronienne et le joker des Républicains. Les Républicains qui ont commencé par dire, juste après les élections législatives, que leur soutien éventuel au gouvernement n'était pas du tout acquis d'avance. Maintenant, ils commencent à dire qu'on peut en effet discuter avec ce gouvernement, avec cette première ministre, et on peut envisager toutes sortes de formes de coopération. Donc, si ce ralliement des Républicains à une sorte de majorité de travail dans un premier temps se confirme, cela change tout, parce qu'en réalité,
le gouvernement aura une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on n'est plus du tout dans la situation où on était au lendemain des élections législatives. Vous partagez, Noémie, Oui, bien ce sûr, vous avez constat? raison de parler de Joker en parlant des Républicains, parce que c'est eux finalement qui vont faire la différence. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lorsqu'il a reconstitué son gouvernement, lorsqu'il a fait son remaniement, j'ai vu pas mal de noms des Républicains qui avaient été proposés. Par exemple, Philippe Juvin, on lui avait proposé d'être ministre de la Santé, il a refusé par fidélité pour son camp politique. Ça aurait été sans doute un assez bon ministre. D'ailleurs, on se souvient de lui pendant le Covid. C'est quelqu'un qui a un parcours assez impressionnant, qui a été dans l'armée en Afghanistan, qui est un médecin urgentiste et qui par ailleurs fait de la politique et qui est engagé aux Républicains depuis déjà une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui aurait été intéressant, mais bon, finalement, il n'y a pas eu de gouvernement d'alliance. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, les Républicains vont faire toute la différence et vont donner sans doute à la Macronie le peu de majorité absolue qui lui aurait manqué. Et donc c'est intéressant parce que on parlait du fait qu'il y avait une recomposition politique qui rebattait les cartes. On a vu le Parti socialiste qui est mort, ou presque. Et là, on voyait les Républicains en se demandant quel était véritablement leur avenir. Et bien leur avenir, c'est de se fondre dans la Macronie. Donc on a véritablement une recomposition totale avec disons une sorte de bloc social d'extrême gauche ou d'extrême droite et un bloc libéral, européiste, parce que c'est vrai, lorsqu'on se demande quelle est la vraie différence fondamentale entre les Républicains et la Macronie, ça tient à une feuille de papier cigarette, c'est minuscule. Donc finalement, c'est assez cohérent idéologiquement. Ce n'est que l'aboutissement d'un processus qui a débuté déjà il y a plusieurs années, dont on parlait, et qui s'est vérifié dans les urnes et qui maintenant va se vérifier encore à l'Assemblée nationale. Avec une attitude du Rassemblement national qui reste en fond de cours et qui va probablement s'abstenir dans un premier temps sur les grandes options. Oui, parce que c'est-à-dire qu'il faut voir aussi quel est l'objectif à long terme de chacun de ces partis et de chacun de ces blocs. L'objectif du Rassemblement national, c'est de montrer que c'est un parti sérieux, crédible, qui a su professionnaliser des élus, des politiques. Et donc, son objectif, c'est d'abord de montrer aux yeux de la France entière que c'est une opposition qui a des épaules, qui est responsable, et donc qui va sans doute poursuivre dans cet objectif-là pour sauver cette image-là qui lui a fait défaut. Et voilà, ça fait quand même 2 élections que ce parti arrive au 2e tour, et ce qui lui manque, c'est sans doute ça, le fait que, les Français lui accordent une part de leur confiance. Et donc là, ils vont peut-être, pendant ces 5 années à venir à l'Assemblée nationale, ils vont tout faire pour gagner cette confiance-là qui lui aurait manqué et qui pourrait faire la différence dans 5 ans. Michel Görfinkel, il y a une normalisation de plus en plus nette du Rassemblement national, une institutionnalisation. Oui, je crois que c'est absolument évident. Il faut quand même apporter un tempérament à cette observation, c'est-à-dire que lorsque vous voyez comment se sont déroulées les élections présidentielles et ensuite, dans une large mesure, les élections législatives, vous vous apercevez qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre les électeurs du Rassemblement national et les électeurs mélenchonistes. Oui. Nous avons tous en mémoire, par exemple, les résultats totalement stupéfiants de l'outre-mer, où au premier tour, Mélenchon arrive en tête partout, et au 2e tour, Marine Le Pen arrive en tête partout. Donc il faut bien supposer que des voix mélenchonistes sont portées sur Marine Le Pen. Donc nous n'en sommes pas encore à une normalisation totale du Rassemblement national, mais il est clair que le Rassemblement national est sorti de l'exclusion où il avait été si longtemps enfermé. Et je suis d'accord avec l'analyse selon laquelle son intérêt à long terme est de se présenter comme un parti de gouvernement, un parti sérieux, un parti qui rejette l'extrémisme facile
et qu'il abandonne en somme à la NUPES. Alors, il y a autre chose qui a marqué la semaine, c'est la visite de Yair Lapid à Paris. Il assure un intérim, mais il a tout de suite annoncé que sa première visite serait pour la France. Alors que d'habitude, dans cet exercice, c'est toujours Washington qui tient le beau rôle. Il y a un tropisme, vous qui avez choisi, qui avez suivi, pardon, ce voyage, il y a un tropisme français chez Monsieur Lapid. Oui, il y a même une fascination, je ne sais pas français, mais pour Emmanuel Macron. Ça, c'est évident. On se souvient qu'il l'avait soutenu en 2017. On se souvient aussi qu'il met souvent en avant le fait qu'il y aurait des cohérences idéologiques entre lui et le président français. Ce seraient tous les deux des hommes du centre, ce qui est pas faux d'ailleurs, ou en tout cas qui se définissent comme tels. Les deux veulent casser le clivage gauche-droite. Les deux se disent plutôt pragmatiques en fonction des dossiers, être plutôt à gauche ou plutôt à droite. Certains commentateurs d'ailleurs appellent Yair Lapid le Macron israélien. Donc il y a des ressemblances idéologiques entre les deux et ils s'apprécient fortement. Et en plus de ça, Yair Lapid est lui totalement fasciné par Emmanuel Macron. Il faut comprendre, c'est vrai que en France, à l'intérieur des frontières, on a du mal à se l'imaginer, mais Emmanuel Macron incarne quelque chose à l'international. C'est l'homme qui a essayé de faire aussi la médiation. Alors bon, on a vu le résultat, hein, ça n'a pas été forcément réussi. Mais il a quand même essayé, c'est l'homme qui a essayé de faire la médiation dans le conflit russo-ukrainien. Il a une stature à l'international et surtout, c'est l'homme fort de l'Europe, si on peut dire. Avec le chancelier allemand. Et donc, à l'international, sa personnalité résonne et auprès de Yair Lapid en Israël particulièrement. Donc, il était très heureux de venir en France, Yair Lapid, pour ce premier voyage diplomatique en tant que Premier ministre. Et Emmanuel Macron était ravi de l'accueillir. Il a dit effectivement, Yair Lapid a dit à Jonathan Arfi, le nouveau président du CRIF, qu'il aimait la France, qu'il s'identifiait un peu au parcours d'Emmanuel Macron. Là, il s'avance un peu quand même, je vois pas tellement de points communs, mais enfin. Et en même temps, il a pointé les différentes analyses sur le Liban, sur le Hezbollah et sur l'Iran, rien sur la Russie apparemment. En tout cas, pas au cours de leur allocution conjointe, ça je peux vous l'assurer, parce qu'on l'a suivi, on était à l'Élysée à i24 News. Lors de cette allocution conjointe, il n'a pas été question de l'Ukraine, il n'a pas non plus été question, en tout cas d'un point de vue pendant le discours de Lapid, il n'a pas non plus été question de la fameuse question palestinienne, qui a par contre été évoquée par Emmanuel Macron. Donc on voit qu'Emmanuel Macron essaye malgré tout de mettre cette question sur la table. Yair Lapid l'a totalement éludé. Lui, c'est vraiment l'Iran. C'est vrai qu'en Europe, on n'a pas conscience des enjeux aussi géopolitiques du Moyen-Orient parce que c'est extrêmement complexe et que ces questions-là sont rarement véritablement sur le devant de la scène. La question du nucléaire iranien est assez peu abordée dans les médias mainstream, disons français, mais c'est aussi parce que c'est une autre réalité, celle d'Israël et du Moyen-Orient. Mais Yair Lapid les a vraiment mis sur la table, c'est-à-dire qu'il a insisté au cours de son discours là-dessus, sur le danger de l'Iran, sur le danger du Hezbollah, sur leur volonté de déstabiliser d'une certaine façon aussi une partie du monde. Il a vraiment insisté là-dessus, je pense, et pour qu'Emmanuel Macron garde une oreille sur ces questions-là aussi. Michel Gorfinkel, on attend votre éclairage sur cette visite, qui est probablement pas le même que celui de Noémie. Emmanuel Macron pratique le en même temps. Et il le pratique, je dirais, au sein même de la politique étrangère de la France. C'est-à-dire que d'une part, il est entouré d'héritiers de ce qu'on appelle la politique moyen-orientale de la France, une politique héritée de Gaulle et de Chirac. Donc formellement, il est fidèle à cette approche, mais en même temps, pour reprendre son expression, nous avons vu qu'il est en fait très attentif à Israël, très attentif à ce que les Israéliens
peuvent lui dire. Donc, il a mentionné la question palestinienne parce que il ne pouvait pas ne pas le faire vis-à-vis du Quai d'Orsay, vis-à-vis, disons, de son entourage chiracien ou néo-chiracien, dans lequel il faut peut-être inclure sa ministre des Affaires étrangères actuelle, mais il a par ailleurs tenu des propos et discuté d'une manière beaucoup plus pragmatique avec Yair Lapid sur plusieurs questions. Notamment, on a beaucoup parlé du Liban et on en a parlé sous un angle très sérieux et très concret. C'est la question des différends entre Israël et le Liban sur les zones pétrolières offshore. Le Liban revendiquant notamment des gisements qui sont, du point de vue israélien, tout à fait inclus dans les eaux territoriales israéliennes. Les Français, Macron en tout cas, comprennent très bien l'importance de cet enjeu, l'importance de ces difficultés. Ils savent que dans le contexte actuel, il est vital pour l'Europe qu'une situation tranquille existe en Méditerranée orientale et que les gaz de la Méditerranée orientale puissent être vendus aux Européens. C'est une alternative au manque à gagner par rapport au gaz russe, au manque à utiliser du gaz russe. Donc je crois que cette partie de la discussion est non seulement très importante, mais à la limite plus importante que les propos convenus sur tel ou tel autre sujet. Terminons en disant même sur l'Iran, il y a peut-être plus de convergence qu'on le croit entre Macron, en tout cas, et la position de Yair Lapid. Alors, prenons la question par l'autre bout. Yair Lapid a une mission qui est très limitée dans le temps, puisque les élections sont fixées au 1er novembre, si je ne me trompe pas. Est-ce que dans ce court intervalle, il peut se révéler ? Parce que finalement, il n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent de montrer ses talents. Peut-être un peu en matière de politique étrangère, mais pas sur le reste. Est-ce qu'il peut se révéler d'ici le 1er novembre, Michel Gurfinkel ? Notons d'abord que lorsqu'il se rend en France et qu'il discute avec Macron, il est dans la foulée de son rôle précédent de ministre des Affaires étrangères. Donc, effectivement, c'était son atout en tant qu'homme d'État et il continue à jouer de cet atout en étant devenu, disons, Premier ministre de transition, mais tout de même, fondamentalement, c'est en tant que chef de la diplomatie israélienne qu'il est allé parler avec Macron. Est-ce qu'il peut se révéler d'ici les élections du 1er novembre ? Tout peut arriver. Vous savez très bien que en politique, tout peut arriver. Mais il faut quand même garder en tête le fait qu'Israël est contraint de jouer serré sur énormément de sujets et qu'en particulier, la question iranienne, la question libanaise, la question du Hezbollah, la question syrienne et la question russe sont intimement liées. Donc, quelle que soit la mauvaise humeur actuelle de Poutine, il n'en reste pas moins que les Israéliens n'ont pas rompu avec la Russie, ne veulent pas rompre avec la Russie, et qu'ils sont donc contraints à beaucoup de prudence sur beaucoup de sujets. Alors, vous allez réagir, Noémie. Ensuite, vous n'échapperez pas au traditionnel coup de cœur de la semaine. Aline Lebaille-Crémer a dû s'éclipser. La charge d'âme. On salue mademoiselle Lebaille-Crémer et on l'embrasse. On espère qu'elle viendra la prochaine fois avec sa maman. Noémie, sur la mission
limité dans le temps de Yair Lapid. Ce qui est certain, c'est qu'il a un boulevard. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours mis, lui, en avant les questions sociales, la laïcité aussi, mais les questions sociales d'abord. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations en ce moment à cause de la cherté de la vie. Le pouvoir d'achat, c'est une question centrale pour la société israélienne qui n'a peut-être pas suffisamment été prise à bras-le-corps par la politique, parce que la sécurité a toujours pris le dessus, si vous voulez. Or, là, ça devient impossible. La société israélienne est extrêmement fragilisée par le coût de la vie, tout simplement. Et donc, vu que c'est des sujets sur lesquels lui s'est toujours positionné, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais pour l'heure, eh bien, ça n'a pas été fait. Alors, tout de suite, mais rapidement, vous avez juste le temps de mentionner votre coup de cœur. Je donne d'abord le mien pour vous mettre à l'aise. C'est le 75e anniversaire de la parution du journal d'Anne Frank, et je recevrai jeudi prochain dans Pont-Neuf Philippe Robinet, le directeur général des éditions Calman Lévy, qui publie une nouvelle édition du journal d'Anne Frank, cartonné, et une nouvelle édition du livre de Mip Gies, qui a sauvé Anne Frank. Votre coup de cœur. Vous nous prenez toujours au dépourvu. Coup de cœur très très rapide, écoutez, c'est une conseillère municipale au Conseil de Paris qui a expliqué qu'il fallait absolument pas appeler les rats parce que c'était, je cite, connoté péjorativement. Il fallait les appeler les surmulots. Donc voilà, merci à cette conseillère municipale. Les surmulots. Voilà, il faut les protéger. Il faut évidemment. On aurait pu dire les rongeurs. Privilégier des situations, des solutions qui ne sont pas létales pour ne pas leur porter atteinte. Je vous invite à aller regarder ça. C'est succulent. Il faudra réviser les concours d'entrée dans les écoles de journalisme parce qu'il y a toujours un sujet sur la dératisation à Paris. Michel Gurfinkel, votre coup de cœur ou votre coup de griffe? Je pense que cette histoire de surmulot est à la fois réjouissante et accablante. La question politique essentielle de nos jours, c'est le parler vrai. Lorsque vous parlez vrai ou que vous donnez l'impression de parler plus vrai que vos adversaires, à ce moment-là, vous avez une chance de marquer l'opinion et peut-être de gagner politiquement. Merci à tous les trois, Michel Gurfinkel, Noémie Aliwa, Aline Lebas et Kremer. C'était le 4 quarts politique de la semaine. Bon dimanche à tous.